Bonjour, voici une nouvelle lecture. Après vous avoir lu des fables, des contes, des histoires et raconté aussi un conte et des poèmes, eh bien voici maintenant des histoires un peu originales écrites par Didier Van Cauwelaert, sachant que ces histoires sont des histoires vraies. Didier Van Cauwelaert est un romancier, mais il s'intéresse aussi aux phénomènes un peu étranges, des états de conscience modifiés, et aussi tout un tas de comportements animaux que nous sommes à peine en train de découvrir. Donc, dans ce livre, qui en regroupe beaucoup, j'en ai choisi deux que je vais vous lire maintenant. Ce livre a été écrit en 2013. La roublardise du lapin empathique. Les personnes qui s'intéressent un tant soit peu aux recherches parapsychiques ou à la condition animale connaissent l'histoire de cette malheureuse lapine qui, embarquée à bord d'un sous-marin soviétique en plongée, fit une crise cardiaque à l'instant précis où, à la surface, le KGB égorgeait ses lapros. On a dit que ce secret défense déclassifié n'était qu'un mythe, diffusé dans le cadre de la désinformation en vigueur au temps de la guerre froide. Il inspira néanmoins des recherches intéressantes sur la communication télépathique chez les lapins, avec un protocole cette fois beaucoup moins cruel. Penchons-nous sur les études menées de 1978 à 82, publiées en 88 et poursuivies ensuite par un autre chercheur. Elles ont mis en évidence un phénomène qu'on peut qualifier de téléempathie. Deux lapins élevés ensemble sont séparés et placés sous cage d'isolation sensorielle dans des bâtiments distincts. Appelons-les le lapin A et le lapin B. Quand on effraie A par un coup de sonnette, on observe que B, 1 à 2 secondes plus tard, sursaute en éprouvant le même stress. Augmentation du rythme cardiaque et de la pression sanguine. Que s'est-il passé? Le lapin B n'a pas pu entendre la sonnette, mais il paraît ressentir à distance la frayeur de son congénère. D'où le léger décalage enregistré par les capteurs. B réagit non pas au pic de peur initial qui est le coup de sonnette, mais à l'altération physiologique subie par A. Autrement dit, il subit une conséquence émotionnelle dont il ignore la cause. Cette expérience donne des résultats significatifs sur les lapins d'une même portée ou qui simplement ont passé du temps ensemble. S'ils ne se connaissent pas, rien ne se produit. S'il existe une empreinte relationnelle, en revanche, elle expose le lapin empathique à la même crise cardiaque que son copain stressé par le coup de sonnette. D'où l'emploi de tranquillisants à titre préventif pour diminuer les risques de décès. Il apparaît en outre que les réactions de B sont calquées sur celles de A. On peut mesurer ainsi de part et d'autre la diminution du stress au fil des coups de sonnette, à mesure que s'émousse l'effet de surprise. Enthousiasmé par ces expériences, évoquant l'intrication quantique, c'est-à-dire deux particules mises en présence continue une fois séparées, de réagir conjointement aux conditions particulières auxquelles est soumise chacune d'elles, un chercheur suisse a entrepris de reproduire ces expériences. Le même protocole, en plus sévère encore, puisqu'il impose une distance d'1 kilomètre entre les deux clapiers, des cages d'isolation électromagnétique et les réactions de A et de B enregistrées par tous les systèmes de capteurs possibles. Il ajoute une dose de tungstène administrée à chacun des lapins pour éviter l'accident cardiaque. Ce chercheur m'a contacté récemment, très enthousiaste, pour m'offrir la primeur médiatique de ses résultats. Non seulement il avait confirmé la téléempathie entre ces lapins, mais il avait, disait-il, mis en évidence un phénomène qu'il qualifiait de résonance prédictive.
Les sujets du groupe B anticipaient, disait-il, l'effet du signal sonore stressant que n'avaient pas encore entendu leurs congénères du groupe A. Saisi d'un doute, j'ai épluché son étude. Se pouvait-il que le lien de téléempathie se soit renforcé au fil des émotions partagées, de telle sorte que l'inquiétude du lapin B l'amène à somatiser par avance? Ou fallait-il admettre que cette même inquiétude ait aiguisé ses perceptions extrasensorielles au point de le faire réagir au moment précis où l'expérimentateur pensait à effrayer le lapin A? Après tout, ceci a déjà été prouvé chez des chiens. On avait prouvé ce genre de transmission au moyen de caméras filmant simultanément un chien et son maître. Au moment précis où le patron de ce dernier lui annonçait qu'il pouvait rentrer chez lui plus tôt que prévu, le chien, seul au domicile, sursautait et courait attendre devant la porte. On refit l'expérience helvétique sous cet angle, mais sans succès. Le stress anticipé des lapins se révéla indépendant de toute prise de décision humaine. Cette hypothèse éliminée autorisait une question encore plus sujette à controverse, sur laquelle les Suisses planchèrent durant des semaines. Le lapin empathique était-il devenu visionnaire? Non. Tout simplement, il avait pris goût au tungstène et, associant la récompense du tranquillisant aux réactions de peur qu'il manifestait, ce petit roublard en simulait les symptômes afin d'obtenir sa dose. Voilà, ça c'était la première petite histoire un peu humoristique, basée donc sur des expériences faites sur des lapins. Une autre histoire, résultat aussi d'expériences faites cette fois-ci sur des oiseaux. Les oiseaux sont des animaux extrêmement intelligents. Cette histoire s'appelle d'ailleurs « Prouesse d'oiseaux ». Didier Van Coblert nous dit « Cette entrée se veut une simple mise en bouche. Je ne saurais trop conseiller de dévorer dans la foulée Le monde des oiseaux, le livre auquel j'emprunte la plupart des exemples ci-dessous. La légèreté ludique de son style ne fait que souligner le poids des révélations qu'on y trouve. » Bernadette Muckensturm-Chauvin, veuve du grand biologiste Rémy Chauvin, est l'ornithologue la plus inventive que le CNRS ait comptée. Observatrice hors pair, c'est aussi une véritable directrice d'oiseaux. Comme on dit de certains metteurs en scène qu'ils sont de grands directeurs d'acteurs, pénétrant avec discrétion et parfois perfidie la psychologie des volatiles, elle leur invente des protocoles particulièrement tordus qui révèlent chez eux des zones d'intelligence insoupçonnées. Et surtout, elle teste leur capacité en liberté surveillée, afin d'éliminer deux stress qui souvent faussent les résultats. Celui de leur captivité comme celui de l'intrusion sur leur territoire. Dans sa volière dont elle laisse les grilles ouvertes, les oiseaux viennent quand ils veulent. Ils se livrent eux-mêmes aux tests et très souvent, ils les réclament, peut-on dire. Bernadette a démontré que la récompense n'est pas leur motivation première, du moins sous sa forme de nourriture. On voit ainsi des oiseaux rassasiés manifester une concentration et une activité intense dans le but de libérer d'un piège une pistache qu'ils ne mangeront même pas. L'oiseau aime jouer. Il aime relever des défis pour le plaisir et la satisfaction de sa curiosité. Mais il se lasse vite. Il faut sans cesse renouveler la règle du jeu, sinon il s'énerve et s'en va. Dans les films réalisés en laboratoire que Bernadette Chauvin nous a montrés au Festival Sciences et Fiction de Cavaillon en mars 2013, des images ont soulevé l'admiration, l'hilarité et l'indignation. En parfaite résonance avec l'actualité, c'était la journée de la femme, on a d'abord vu à l'œuvre dans toute sa splendeur, grâce au tarin des aulnes, le comportement type du macho sans complexe.
Chez ce passereau de la famille des Fringillidés, seule la femelle a l'intelligence et l'adresse requises pour déjouer le système de verrouillage haute sécurité d'un pot de graines. Un couvercle condamné par 3 baguettes entrecroisées dans des œilletons. Le mâle la regarde faire. Puis, quand le pot est ouvert, il la vire aussi sec pour manger les graines à sa place. C'est elle alors qu'il observe à distance. Lorsqu'il a vidé le tiers du récipient et que son bec ne peut plus atteindre la nourriture, il s'en va. Il attend et elle attend qu'il ait disparu. Puis elle revient tranquillement vers le pot, elle le renverse et le secoue afin de libérer les graines inaccessibles. La prouesse est d'autant plus épatante qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'un comportement d'imitation. Elle a trouvé toute seule la solution au problème posé par l'ornithologue et la réaction de son mâle. Plus fort encore, voici des mésanges mises en présence d'une dizaine de tiroirs de couleurs différentes superposés. Personnellement, j'adore cette histoire. Dans le plus haut, fermé, se trouve une noix. Elles examinent le dispositif et comprennent très vite qu'il faut ouvrir successivement les tiroirs pour faire tomber par l'arrière la noix jusqu'au rez-de-chaussée, où se trouve le seul accès. Mais chaque mésange a sa méthode. Elle manœuvre les tiroirs de haut en bas, descente progressive de la noix par palier, de bas en haut, descente en chute libre, ou dans le désordre, par hasard et parfois, semble-t-il, par couleur. Dans ce dernier cas de figure, appliquerait-elle à ce dispositif la règle d'un jeu précédent où il s'agissait de reproduire un classement d'objets dans l'ordre chromatique de l'arc-en-ciel? Quoi qu'il en soit, toutes les mésanges qui s'intéressent à ce problème de tiroir en trouvent la solution. Le piquet-pêche, lui, trouve ce jeu idiot, trop simple. À la manière d'un môme qui piaffe devant sa console Nintendo, il réclame un niveau supérieur. Pour l'intéresser, on le met donc devant différents aliments disposés dans une série de boîtes transparentes et inouvrables. Il en déduit aussitôt qu'il a besoin d'un intermédiaire humain. Répondant à sa demande, celui-ci lui apprend un code associé à des coups de bec frappés sur sa main. Un coup signifie pistache, 2 coups grillon, 3 coups verre à farine. Dès qu'il a mémorisé le code, le piquet-pêche s'empresse de commander son repas à la carte. Comme il est notoirement friand de ces 3 mets, son choix semble dicté par l'alternance des saveurs. Mais c'est un client intraitable. Si on lui donne une pistache quand il a commandé un grillon, il la refuse. Et si le serveur se trompe encore une fois, il s'énerve et le punit à coups de bec, selon un code personnel qui ne souffre pas le malentendu. 4 ou 5 coups de bec. Une cadence qui ne correspond à aucun plat de la carte. On a bien ri à Cavaillon, on a applaudi les performances de ces volatiles caractériels. Mais quand la lumière s'est rallumée dans la salle de cinéma, on s'est regardé entre humains et on s'est trouvé un peu bête. Ce genre d'oiseau demeure au niveau intellectuel d'un enfant de 3 ans, a précisé Bernadette, le stade du développement prélinguistique. Nous voilà rassurés. Mais si l'on a lu ces publications, on sait que d'autres sujets du monde aviaire, comme le pigeon voyageur, le perroquet ou d'autres encore, sont bien plus en avance. Ce qui explique pourquoi, dans ce centre de recherche scientifique, l'ornithologie dispose de crédits aussi réduits. L'intelligence des primates nous séduit, nous amuse, nous flatte, par anthropomorphisme, mais celle des volatiles, elle nous fait peur. Car si l'homme se plaît encore à dire qu'il descend du singe, l'oiseau, lui, remonte aux dinosaures. Son ancêtre direct, l'Archéoptérix, était pourvu de dents au Jurassique, et il possédait des griffes au bout des ailes. Mais ces plumes avaient déjà leur structure actuelle. Quant aux aigles, aux vautours, aux chouettes
ou aux hérons d'aujourd'hui, ce sont de vrais fossiles vivants, identiques à ce qu'ils étaient 60 millions d'années plus tôt. Cette antériorité sur Terre, aggravée par les compétences intellectuelles du monde aviaire, nous amène souvent à regarder ces vertébrés tétrapodes comme les personnages de l'angoissant film d'Hitchcock. Comment nous défendre si un jour les oiseaux décidaient de nous reprendre leur territoire? Rémi Chauvin, du haut de sa chaire à la Sorbonne, n'hésitait pas à enfoncer le clou en martelant: tout ce que fait un chimpanzé, l'oiseau le réalise aussi, et souvent bien mieux. Ses habiletés techniques et manipulatrices sont beaucoup plus grandes, et il dispose d'un langage sonore très complexe. Un vrai casse-tête pour les ornithologues d'ailleurs, ce langage. Est-il inné? Est-il acquis? Bien que certains parents aient besoin de l'enseigner à leurs petits, on s'est rendu compte en changeant de nid un œuf sur le point d'éclore que le chant est propre à chaque espèce et paraît bien inné. Sauf chez certains oiseaux, dans les familles desquels, chez certains passereaux par exemple, c'est le chant du couple adoptif qu'apprennent les oisillons, même en présence du chant de leur propre espèce. Voilà, des histoires d'animaux, j'espère qu'elles vous ont intéressé, étonné. Peut-être vous auront-elles donné envie de creuser un peu et d'aller lire ce fameux livre « Le monde des oiseaux ». Bonne journée!